Bonjour à tous. Correction du test du contrôle continu numéro 2. La société Voxy. En fait, là, vous étiez face à un test qui portait sur les deux grandes parties du cours. Vous aviez les 9 premières questions qui portaient sur la première partie, les coûts complets. Et puis la deuxième partie, les 3 dernières questions, c'était beaucoup plus sur les coûts partiels. Les questions étaient faites de manière à ce que vous n'ayez pas forcément besoin des résultats des questions précédentes pour pouvoir traiter les questions suivantes. Tout au moins, c'est la règle générale. Il y a quelques questions pour lesquelles vous aviez besoin de la réponse des questions précédentes, considérant que les deux questions étaient importantes à maîtriser. Alors commençons maintenant les éléments de correction. Première question, quel est le nombre d'unités d'œuvre du centre approvisionnement ? Vous devez passer par votre tableau de répartition qui vous donne un début d'information. Ainsi, le centre approvisionnement a comme unité d'œuvre le nombre de kilos achetés. On va donc regarder combien a-t-on acheté de kilos de chaque matière première. On a ainsi acheté 130 000 kilos de matière T1 et ont été achetés également 20 000 kilos de la matière T316. C'est donc 150 000 kg de matière qui ont été achetés. Ça sera le nombre d'unités d'œuvre de notre centre approvisionnement. J'en profite pour compléter mon tableau en les indiquant. Deuxième question, quel est le coût d'unité d'œuvre du centre fabrication ? Le centre fabrication, on a le montant des charges de la répartition primaire, un peu plus de 2,2 millions d'euros. On sait que son nombre d'unités d'œuvre, c'est l'unité, sa nature d'unité d'œuvre, c'est l'unité produite, le nombre de produits fabriqués. Là aussi, je peux déjà le renseigner, puisque en termes de fabrication, nous avons 27 000 X123 qui sont fabriqués, ainsi que 46 000 X124. C'est donc 73 000 produits au total qui ont été fabriqués. Ce qui nous manque, c'est le nombre, c'est la valeur des charges de ce centre après répartition secondaire. Pour ceci, on va être obligé de compléter notre tableau. Là, vous retrouvez la logique de tous les cas que l'on a pu rencontrer dans les chapitres 4 et 5. Et quand vous regardez votre tableau, vous avez deux centres auxiliaires. Ces deux centres auxiliaires échangent mutuellement des prestations. Donc, prestations réciproques, cela veut dire deux centres, donc deux inconnus, total des charges de chacun d'entre eux, et deux équations qui vont être montées. Je vais appeler X le total des charges du centre personnel. Je connais initialement les 73 000 de charges de la répartition primaire, et ce centre reçoit 20% des prestations du centre administration, dont je vais appeler Y le total recherché. Y, total du centre administration, eh bien, sera égal aux 404 300 que l'on connaît déjà au niveau de la répartition primaire, et il reçoit 10% des charges des prestations du centre personnel. J'ai donc ici mon système à deux équations, x égale 73 000 plus 0,2 fois y, et y égale 404 300 plus 0,1 fois x. Là, on va résoudre ce système d'équations, et après résolution, vous allez trouver x égale 157 000, et vous allez trouver que y est égal à 420 000. Maintenant qu'on a le total pour le personnel et pour l'administration, eh bien les pourcentages tels qu'on les a déjà rencontrés vont s'appliquer. On va ainsi pouvoir dire que le centre administration reçoit 10% des charges du centre personnel. On va en mettre donc pour 15 700. Le centre approvisionnement reçoit 30% des charges du centre personnel, soit
47 100. Le centre de fabrication reçoit lui également 40%, de nouveau 47 100. Et le centre distribution reçoit encore une fois 30%. Ici, normalement, j'ai vidé mon centre. Les 157 000 ont été distribués. Le centre administration, dont le total était de 420 000, distribue ses prestations, donc ses charges, sur les autres centres. On en met ainsi 20% sur le centre personnel, soit 84 000. Le centre approvisionnement en reçoit 10%, soit 42 000. Le centre fabrication, lui, en reçoit 40%, c'est-à-dire 168 000. Et enfin, le centre distribution en reçoit la partie restante, les 30% restants, soit 126 000. En faisant ceci, on a vidé le centre administration. Par simple vérification, je fais la somme de la colonne personnelle. Si tout se passe bien, j'arrive à 0. Ce qui est le cas. Je fais la même chose pour tous les centres auxiliaires et principaux. Les deux centres auxiliaires sont à 0, ils ont été vidés, et j'ai le total de nos 3 centres principaux. Je vais donc pouvoir calculer le coût d'unité d'œuvre des centres principaux. Le centre approvisionnement, ce n'était pas demandé, mais je vais le faire quand même. Je suis à 5,37 pour ce centre-là. Pour le centre fabrication, on est arrivé à 2 433 100 de charges totales pour 73 000 produits X123 et X124 fabriqués durant le trimestre. On est à un coût de 33,33, ce qui également est la réponse à la question numéro 2. Cette question numéro 2 est un peu plus longue que la précédente. La vocation a pas mal alimenté le reste de l'épreuve. La distribution, eh bien, c'est le nombre d'euros de coût de production des produits vendus. Là, je ne peux pas encore le déterminer parce que je n'ai pas encore coût de production et encore moins ceux des produits vendus. Ça veut dire donc calculer, et c'est l'objectif des questions suivantes, le coût de production des produits fabriqués durant la période. Puis on aura derrière un stock de matières premières, de produits finis à gérer. Ça nous donnera alors le coût de production de ce qui sort de stock pour la vente. Question numéro 3. Après la production des X123 et X124, quelle est la valeur du stock final de la matière première T1? Et puis question 4, quelle est la valeur de la matière T316 consommée lors de la fabrication des produits X124? À partir de là, je vais vous donner un coût d'unité d'œuvre pour le centre d'approvisionnement arrondi à 5. Et donc vous pouviez vous passer de la question du tableau de répartition pour pouvoir faire vos calculs. L'étape incontournable pour pouvoir mettre en place les comptes de stock permettant de répondre à ces deux questions, c'est d'obtenir le coût d'achat de chacun de nos deux produits. Ainsi, pour les T1, nous avons un achat de 130 000 kg de ce T1. Le coût d'achat d'un kilo, c'est 5 € pour les charges indirectes d'approvisionnement, auquel va se rajouter le prix d'achat auprès de nos fournisseurs de 26,50 le kilo. C'est donc 4 95 000 € de coût d'achat de T1. On va pouvoir s'occuper maintenant du compte de stock de cette matière première en disant nous avions un stock initial de 30 000 produits avec une valeur unitaire de 36 € le kilo. Valeur totale du stock initial 1 080 000. Les achats, c'est 130 000 kg
On vient de le voir, à 4 millions et quelques. On a ainsi à notre disposition, avant la production, 160 000 kg de matière T1, qui représente une valeur entre le stock initial et les achats de 5 175 000. Le coût moyen unitaire pondéré de chaque kilo disponible est de 32,34 375. C'est ce montant qui va nous permettre de valoriser aussi bien ce qui sort de stock pour la production que ce qui va rester dans le stock final. Donc là, je vais pouvoir déjà renseigner le coût unitaire à chaque fois. Les sorties pour le X123, eh bien, c'est la fabrication de 27 000 produits. On a donc 873 282 € pour la sortie de stock. Pour le X124, c'est 46 000 produits fabriqués, mais qui demandent 2 kg de T1 lors de leur fabrication. C'est donc 92 000 kg qui ont été nécessaires, qui représentent une valeur de 2 975 000 et quelques. Il me reste à savoir quelle est la valeur du stock final, puisque c'est la question numéro 4. Pour ceci, je sais ce que j'avais initialement de disponible, 160 000 kg. J'ai la consommation des matières premières utilisées pour obtenir les 2 produits que fabrique l'entreprise. J'ai donc pour 41 000 kg de matières premières restant dans le stock final. La valeur de ceci est alors de 1 326 093,8. Vous avez là la réponse à la question numéro 3. Et à chaque fois, quand vous mettiez votre réponse, j'avais mis une petite marge d'erreur qui permettait de faire en sorte que, même si je vous donnais les règles d'arrondi, si vous trouviez par exemple le 0,9 ou 0,7, le point était acquis. Maintenant, question 4, c'est T316 qui va nous intéresser, et notamment, quelle est la valeur de cette matière première consommée pour fabriquer des produits X124. De nouveau, il nous faut le coût d'achat du T316, c'est 20 000 kg qui ont été achetés. Chaque fois qu'on a un kilo d'acheté, il y a 5 € de charge d'approvisionnement et le prix fournisseur a été de 47,50. Nos achats de la période de T316 s'élèvent à 1 050 000. Le stock initial était de 76 000 kg de cette matière première à un coût d'achat de 69. C'est donc 5 244 000 € pour le stock initial. On vient de faire rentrer nos 20 000 kg, qui représentent donc nos 1 050 000. On peut donc dire que on a à notre disposition 96 000 kg de T316, représentant une valeur de 6 294 000, donc un coût moyen unitaire pondéré de 65,56 250 € le kilo. Les sorties sont les suivantes: 27 000 pour le X123, 46 000 kg pour le X124, et un stock final qui va être obtenu en faisant la différence entre le montant total disponible et ce qui sort de stock pour la fabrication. Donc 23 000 kg en stock final. Et tout ceci est valorisé au coût moyen unitaire pondéré que l'on vient de calculer. Là, j'en fais plus que ce qui est demandé, puisque moi, il m'était uniquement demandé la consommation de T316 pour obtenir le produit X124.
Donc la consommation pour obtenir le X124, c'est de dire, eh bien, on a consommé pour 3 15 875 € de matière T316. Là, j'en ai mis plus qu'il était nécessaire, hein, beaucoup de lignes n'étaient pas à faire durant votre calcul. Question 16. Quel est le coût Question 5, pardon. Quel est le coût de production total du X123? Quel est le coût de production unitaire du X124? Je traite les deux questions en même temps pour éviter que vous repreniez des informations qui peut-être pour vous pour lesquelles les questions s'est mal passées. Je vous donnais le coût moyen pondéré du T1 et du T316, ainsi que le coût d'unité d'œuvre du centre de fabrication arrondi à 33 €. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez raté la question 2, la question 3, la question 4, les questions 5 et 6 étaient tout à fait faisables. Alors, quelle est la valeur pour le X23, tout d'abord, de la consommation de la matière première 1? Pour obtenir du T1, la fabrication de X123, c'était 27 000 T1 à 32,3 pour cette matière première, soit 812 100. Pour obtenir le X123, on a également du T316 qui est nécessaire. On est toujours sur la base d'1 kg pour un produit fabriqué, à coût moyen unitaire pondéré de 65,6. Et puis enfin, le centre fabrication, c'est 33 € par produit fabriqué. C'est donc 891 000 € de charge de fabrication. Je calcule alors le coût de production total de X123, soit 3 534 300 €. Le coût de production unitaire n'était pas demandé. On peut le calculer pour être complet. Je divise par les 27 000 produits fabriqués, soit 130,90 €. Maintenant, passons au coût de production pour le X124. Donc le X124, nous en avons produit 46 000, qui a consommé pour le T1 2 kg à un coût moyen unitaire de 32,30 € le kilo. On est donc à 2 971 600 de T1 consommé. Pour le T316, toujours 46 000 produits X124 fabriqués à 65,60 € le kilo, c'est 3 17 600 de consommés. Et puis enfin, les charges indirectes de fabrication pour 46 000 produits à 33 € le coût d'unité d'œuvre du centre de fabrication, on rajoute 1 518 000. Le coût de production total du X124 est alors de 7 507 200 que l'on va diviser par le nombre de produits pour obtenir le coût unitaire de production, c'est-à-dire 163,20. Voilà donc la réponse à la question 6. Question 7. Quel est le coût de production des X123 qui ont été vendus? Là, vous pouvez passer par un compte de stock en disant j'ai un stock initial qui était connu, qui nous est donné dans l'énoncé. Le stock initial est de 6750 X123, pour lequel on a un coût de production qui est de 130, donc une valeur de 877 500. On vient de faire rentrer des nouveaux X23, ce que l'on a fabriqué durant la période, donc les fameux 27 000, et à une valeur de 3,5 millions et quelques. Donc pour mes X123,
je vais pouvoir dire qu'il représente un peu plus de 4,4 millions pour 33 750 produits. Ce qui nous fait un coût moyen unitaire pondéré de 130,72 € par produit. De fait, ce qui va sortir maintenant peut être valorisé. On va vendre 25 000 X123 à 130,72 de coût de production unitaire. J'ai donc un coût de production pour ces X123 vendus qui est de 3 268 000. Je peux donner la valeur du stock final, mais qui n'était pas demandé. On a un stock final en quantité qui est de 8 750. Chaque produit a un coût de production de 130,72. La valeur de notre stock final est alors de 1 143 800. Pour cette question, rien n'était demandé sur le X124. Je vais néanmoins m'en occuper puisque la question 8 nous demandait quel est le coût d'unité d'œuvre du centre de distribution. Et l'unité d'œuvre du centre de distribution, c'est le coût de production du produit vendu. On l'avait déjà obtenu pour notre X123, c'est les fameux 3 268 000. La même manipulation est à faire pour l'autre produit. Le stock initial est de 11 500 produits pour le X124 à 141 € de coût de production, c'est-à-dire que l'on a pour 1 621 500 € en stock. On vient de faire rentrer 46 000 nouveaux produits, c'est notre fabrication, et on a vu que ça représentait une valeur de un peu plus de 7,5 millions d'euros. Au total, la valeur en stock de l'X124 est de 9 128 700, correspondant à 57 500 produits. En divisant la valeur totale par le nombre de produits disponibles, on a un coût moyen unitaire pondéré pour le X124, son coût de production moyen, de 158,76. Pour ce qui sort de stock, eh bien, on a vendu 40 000 X124. Chacun d'entre eux a un coût de production moyen de 158,76. C'est donc pour 6 350 400 € de coût de production que nos X123 vont sortir de stock. Ça n'était pas demandé, mais le stock final, là aussi, peut être évalué. Je prends la quantité disponible moins la quantité qui est sortie. Il reste en stock 17 500. La valeur est celle du coût moyen unitaire pondéré, soit 2 778 500. Et bien là, je réponds à la question 8. J'ai ce qui sort de stock pour le X123, ce qui sort de stock pour le X124. Je peux donc dire que j'ai un coût d'unité d'œuvre pour le centre distribution qui est de 9 618 400. Et je vais m'empresser de reporter ce montant dans notre tableau. Comme ça, ça me permet de le terminer. Même si là, son importance, il n'y a plus d'importance pour la suite. Et je dirais, eh bien voilà, pour la distribution, on est sur 0,1494 € par euro de coût de production des produits vendus. Question 9. Quel est le résultat unitaire pour le X124 ? Alors, rien n'est demandé pour l'X123, mais on va néanmoins s'en occuper. Donc, le coût de production des produits vendus pour l'X124, c'est le coût moyen unitaire pondéré qui vous est donné pour que vous puissiez traiter la question en cas de problème dans la question précédente
à 130,7 et on a vendu 25 000 X123. Le coût de distribution, je vous ai 16 centimes par coût de production, par euro de coût de production, soit 522 800, c'est pas le nombre de produits qu'il faut prendre. Ce qui nous fait un coût de revient à 3 790 300 pour le X123. Le chiffre d'affaires, 25 000 produits vendus à 200 €, soit 5 millions. Là, je prends beaucoup de détails, mais on pouvait largement gagner du temps par rapport à tout cela, soit 1 209 700 € de résultat total pour le X123. Si vous le voulez en unitaire, on prend ce résultat divisé par les 25 000 produits vendus, soit 48 388 de résultats par X123 vendus. Pour le X124, on en a vendu 40 000. Je prends les 158,80 fournis dans l'énoncé pour le coût monétaire pondéré de production, soit 6 352 000. Je rajoute la charge indirecte de distribution, 16 centimes par euro de coût de production de produits vendus, soit 1 16 320. Le coût de revient de nos produits X124 vendus est alors de 7 368 320. Le chiffre d'affaires, 220 € par produit vendu, 40 000 ont été vendus. Le chiffre d'affaires est de 8 820 000. On va retrancher alors le coût de revient de ces produits et on a un résultat total pour les X124 de 1 431 680. Unitairement, et c'est ce qui était demandé pour cette question, je prends ce résultat total que je divise par les 40 000 produits vendus, soit 35 792, que vous allez arrondir à 35,79, et à chaque fois, j'ai moi une petite marge de tolérance. Vous faisiez 79 ou 80, ça passait, et vous aviez les points concernés. Donc pour cette question, en fait, c'était uniquement cette partie-là qu'il fallait faire. Le X123, c'était un peu du luxe. Maintenant, on passe sur ce qui correspondait à la deuxième partie pour nous du cours, sur les chapitres 6 et 7. La question 10, quel est le seuil de rentabilité en nombre de produits pour le X124? Vous n'aviez pas besoin des résultats des questions précédentes. Vous alliez dire, pour calculer mon seuil de rentabilité, je me souviens que j'ai une formule hyper facile. Je prends les charges fixes que je divise par le taux de marge sur coût variable. On l'a rencontré déjà, celle-ci. On pouvait aussi prendre la formule développée, ça prend plus de temps. Ici, les charges fixes vous étaient données pour le X124. Les charges fixes totales, 1 496 000 €, que je vais diviser par le taux de marge sur coût variable. Il ne vous était pas donné, mais vous aviez le taux de charge variable. Les deux sont complémentaires. Donc, si je retranche le taux de charge variable à 100%, j'obtiens 17% de taux de marge sur coût variable. En euros, le seuil de rentabilité est alors de 8 800 000. Si je divise par le prix, qui est de 220 €, c'est 40 000 produits qui sont à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Enfin, question 11. Après avoir étudié les profitabilités des deux produits, lequel des deux est le plus intéressant? Et comment peut-on améliorer la performance de l'entreprise Voxy? Si je fais le calcul de la profitabilité du X123, ça veut dire que je prends le résultat
que je divise par le chiffre d'affaires. Je fais la même chose pour le X124. Je prends le résultat que je divise par le chiffre d'affaires. Là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas tellement à tergiverser, pardon. Il vous est demandé de regarder la profitabilité, donc je calcule les profitabilités. Et après, je remarque que le X123 dégage 24% de profitabilité contre 16% pour le X124. Ça veut dire que si je fais 100 € de chiffre d'affaires, j'ai nettement moins à dépenser d'énergie pour le X123, puisque j'ai 24 € cette fois-ci de bénéfices, alors que pour le X124, pour 100 € de chiffre d'affaires réalisé, j'obtiens 16 de bénéfices. Le X123 est nettement plus intéressant. Donc déjà, si vous me disiez que le X123 était intéressant, entre autres parce que sa profitabilité est supérieure à celle de l'autre produit, ça ramenait des points. Et puis après, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la performance de l'entreprise? Il est certain que pour améliorer la performance de l'entreprise, il va falloir améliorer les profitabilités du X124 en priorité, mais sans doute aussi du X123, parce qu'on n'est pas non plus sur des résultats qui sont hyper impressionnants. Donc pour améliorer ça, il y a deux possibilités. Vous pouvez jouer sur les prix et ou sur les coûts des produits. Ça vous permet d'améliorer le bénéfice unitaire. Si vous arrivez à vendre un peu plus cher ou si vous arrivez à baisser le coût de revient du produit, forcément il y a plus de bénéfices. Donc la profitabilité s'en trouve améliorée. Ce qui va se passer aussi est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Vous connaissez bien en tant qu'économiste. Donc la question peut se poser de faire de la publicité sur l'un, l'autre ou les deux produits pour pouvoir vendre plus, fait que derrière, vos charges fixes vont s'étaler, mais sur un plus grand nombre de produits. On va améliorer là également les performances des produits, donc celles de l'entreprise. Voilà. J'attendais 10 lignes là-dessus, et la profitabilité était assez incontournable. Les actions à mener n'étaient pas inintéressantes, et également pour pouvoir récolter des points. Enfin, 12e question. La société souhaite augmenter les performances du X123 en modifiant son prix de vente. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Faut-il augmenter d'ailleurs ou diminuer ce prix? Et puis, vous allez vous baser sur une argumentation rigoureuse. Là, on l'avait vu notamment dans le chapitre 7, ce genre de choses. Si on fait de la pub, qu'est-ce qui se passe? Donc, qui veut dire que si là, je veux être rigoureux, je vais regarder la situation en termes de marge sur coût spécifique, c'est-à-dire ce que le produit amène pour couvrir les charges fixes communes de l'entreprise, et je regarde ce qu'on va dégager comme marge sur coût spécifique après publicité. Alors, si on regarde ce qui se passe pour le X123, on va d'abord s'intéresser au chiffre d'affaires initial, obtenir la marge sur coût variable initiale par rapport à ce chiffre d'affaires, retrancher les charges fixes spécifiques du produit de manière à obtenir la marge sur coût spécifique avant toute publicité, donc initiale. Le chiffre d'affaires, on le connaît depuis un petit moment maintenant, il est de 5 millions. La marge sur coût variable, c'est jamais que le chiffre d'affaires fois le taux de marge sur coût variable. C'est-à-dire que là, je vais retrancher à 100% le taux de charge variable. Je me retrouve avec 1 355 000 € de marge sur coût variable. Les charges fixes spécifiques vous étaient données, on en avait pour 400 000. Résultat de l'affaire,
la marge sur coût spécifique est alors de 950 000. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec une modification du prix. Donc je me prépare un petit élément qui me permettra de faire ici varier le prix. Je vais regarder quel va être le nouveau prix. Donc ici au hasard, je commence par 10% d'augmentation. Le nouveau prix, pour l'X123, on était à 200 de prix initialement. Si j'augmente de 10%, je passe à 220. Si je baisse de 10%, le prix passe à 180. Visiblement, ma petite affaire fonctionne. Donc pour l'instant, je me mets à 0. Ensuite, je vais regarder l'impact sur les quantités vendues. Le X123, je pars de ce qui est ma base de départ, les ventes étant de 25 000 produits. Et je vais le multiplier par 1 plus notre variation. Donc pour ceci, j'ai une élasticité qui m'était fournie. Qui était de moins 1,5 que je vais multiplier par le pourcentage de variation du prix. Donc si je ne vais pas varier le prix, vous voyez que je reste à 25 000. Si j'augmente le prix de 10%, la quantité vendue passe à 21 250. Si je baisse le prix, la quantité augmente à 28 750. La formule fonctionne. Maintenant, je vais pouvoir calculer le nouveau chiffre d'affaires. Donc je vais l'appeler bêtement nouveau chiffre d'affaires. Il sera obtenu en prenant le prix, le nouveau prix, fois les nouvelles quantités vendues. Ça me fait quelque chose comme 5 millions, parce qu'il n'y a pas eu de modification. À ceci, je vais enlever les nouvelles charges variables. Alors, pour ceci, j'ai besoin de la charge variable unitaire d'un produit, comme ça je multiplierai par les quantités. La charge variable, je peux l'obtenir à partir des données initiales. J'avais un chiffre d'affaires au tout début de 5 millions, sur lequel s'applique le taux de charge variable, 73%. Ça me donne le total des charges variables pour nos 25 000 produits vendus. En divisant ce montant par 25 000 produits, je suis alors à 146 € de charge variable par produit. Mon nouveau niveau de charge variable, c'est 146 fois la quantité de produits vendus. Pour l'instant, peu de changement par rapport à tout à l'heure. Ceci étant fait, j'obtiens la marge sur coût variable, la nouvelle marge sur coût variable pour notre entreprise, chiffre d'affaires moins nouvelle charge variable. Et pour aller sur la charge fixe spécifique, pour aller sur la marge sur coût spécifique, j'enlève les charges fixes spécifiques au produit. On retrouve de nouveau nos 400 000, il n'y a pas de raison qu'ils aient changé. La marge sur coût spécifique est alors la différence marge sur coût variable, la nouvelle, moins les charges fixes spécifiques. Voilà, j'ai retrouvé les 950 000 de tout à l'heure. Maintenant, je regarde ce qui se passe. Si j'augmente de 10% mon prix, la marge sur coût spécifique passe à 1 172 500. On a amélioré ce qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce qui se passe si je baisse le prix? La marge sur coût spécifique passe à 577 500, moins bien qu'avant. Donc là, ce qui s'impose à moi, conclusion. Conclusion, c'est l'augmentation qu'il faut choisir ou qu'il faut proposer
à l'entreprise. Voilà. Vous aviez bien que ça pour pouvoir dire il faut augmenter ou diminuer le prix. Toute autre forme de spéculation ne marche pas, on n'a pas d'éléments factuels pour aller dessus. La marge sur coût spécifique était incontournable. Voilà, je vous remercie de votre attention.